t'as vu, on a défini l'économie, on n'a même pas parlé d'argent. C'est magique, hein. On n'a même pas parlé d'indicateurs financiers, on n'a même pas parlé d'euros. Et c'est ça la clé. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie néoclassique, celle qu'on entend souvent à la radio, les économistes, en fait, ils voient pas plus loin que le bout de leur tableau Excel. Et ils arrivent, ils vont nous dire inflation, PIB, dette publique, machin. On a oublié, en fait, que l'économie, toutes ces choses-là, c'était un moyen pour une fin qui est, elle, extérieure à l'économie, et des conditions écologiques qui sont, elles aussi, extérieures à l'économie. L'économie, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un objet non connu. Au fait, on parle d'économie comme si on savait de quoi on parlait, mais j'ai l'impression que personne ne sait c'est quoi l'économie. Et après, on va parler de croissance, ou on va parler d'économie capitaliste, mais en tout cas, c'est quoi déjà l'économie et par extension l'économie capitaliste? Désolé, on commence au tout début, tranquillement, on va prendre notre temps, mais voilà, je pense que ça va être utile. En fait, si tu te retrouves sur une île déserte tout seul, et que tu dois faire tout seul, il n'y a pas d'économie. L'économie est un objet social. C'est-à-dire que c'est une forme d'organisation sociale qui permet de faire des choses ensemble qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, ou de faire des choses ensemble de manière plus parcimonieuse et efficiente qu'on l'aurait fait tout seul. Alors traditionnellement, donc là déjà, c'est une base très forte de se dire l'économie est un protocole d'entraide, de coopération qui permet d'améliorer notre contentement. Voilà, l'objectif de l'économie, c'est le bien-être, c'est la satisfaction des besoins insatisfaits. Et attends, ça c'est toi qui le dis, ça c'est écrit quelque part. Enfin, est-ce que c'est juste le guide d'utilisation de la société, l'économie? Enfin, est-ce que vous apprenez ça en économie? J'en ai aucune question. Comment vous abordez l'économie? Alors, je pense pas qu'il y ait un seul économiste qui vienne te dire que non, le but de l'économie, c'est pas le bien-être, c'est juste de stabiliser l'inflation, de garantir le plein emploi, de faire augmenter la croissance. Les économistes vont te dire, et souvent c'est d'ailleurs leur ligne de défense, quand tu leur dis, les gars, vous êtes obsédés par le PIB. Non, nous, on n'est pas obsédés par le PIB. Nous, on veut le bien-être, mais on pense que le PIB est le meilleur moyen pour obtenir. Moi, je me dis, ok, d'accord, si on veut une économie du bien-être, au lieu d'attendre de maximiser des indicateurs financiers et que ça vienne ruisseler en bien-être, pourquoi est-ce qu'on ne concentre pas directement sur le bien-être? Et donc, c'est une définition anthropologique. Moi, c'est vraiment, je suis un économiste, mais je me suis abreuvé de la richesse des sciences sociales en sociologie, en histoire économique et en anthropologie pour en fait essayer de revenir à l'essence même de l'économie en dehors du cadre moderne capitaliste. On va y revenir. Donc déjà, on se dit que l'économie est un protocole de contentement. Et ce qui est ultra important dans cette définition, c'est que, et on peut penser à nos besoins individuels, logement, santé, le contentement, ça répond toujours à des taux de satiété. Tu vois, si tu as faim, tu vas manger. Et ensuite, tu n'auras plus faim. Si tu es malade, tu as besoin de médicaments, accès à un médecin, et ensuite, tu seras en bonne santé. Donc là, déjà, on se rend compte de l'une des contradictions fondamentales du capitalisme et de toute économie basée sur la croissance. Donc ça inclut aussi l'économie soviétique. C'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a une économie dont la logique vient encourager la croissance exponentielle, alors que même l'objectif de cette économie est de répondre à un taux de satiété. Donc ça, c'est la première chose. Donc, sur cette économie, ensuite, traditionnellement, les économistes vont nous dire, oui, l'économie, c'est l'étude de production, allocation, consommation. Alors, moi, j'ai envie de rajouter 2 étapes. Ça, c'est ce qu'ajoute l'économie écologique. C'est avant même qu'on puisse produire. Je produis des biens et des services. Allocation, je les donne à des gens pour qu'ils puissent les consommer. Exactement. Donc allocation, forme d'échange. On verra après qu'il y a 4 formes de transfert, comment on peut faire circuler des biens et des services dans l'économie. L'échange marchand n'étant qu'une forme parmi les 4, le don, la répartition et la réciprocité. Mais avant même de parler de production, il faut parler d'extraction. Parce que pour produire un truc, même le podcast qu'on est en train de faire ici, il faut qu'on soit nourri, il faut qu'on soit chauffé, il faut de l'électricité, il faut des matériaux. Donc toute production va demander du temps, avec les compétences qui vont avec, de l'énergie et des matériaux. Et cette énergie et ces matériaux, on ne peut pas la créer. C'est les lois de la physique. Il faut qu'on la trouve quelque part. Donc ça, c'est la phase de l'extraction. Et de la même manière, on produit, on s'échange des choses, on les consomme, mais après, ça va quelque part. L'énergie ne peut ni être créée, mais elle ne peut pas non plus être détruite. Donc dès qu'on a transformé de la matière et de l'énergie, ça va quelque part sous la forme de déchets et de pollution. Et donc moi, ces 5 grandes étapes qui caractérisent le fonctionnement de toutes les économies, qu'elles soient étatistes, économies de marché, néolibérales, capitalistes, socialistes, il n'y a pas de problème, il y aura toujours extraction, production, allocation, consommation, élimination. C'est ça qui est important, et il y aura toujours un flux biophysique
donc d'énergie et de matière qui viendra traverser cette économie, et un flux aussi temporel, c'est-à-dire que la journée de 24 heures, qui est la même dans une économie capitaliste ou une économie socialiste, va être utilisée de différentes manières pour produire telle chose ou telle autre chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est de regarder une économie, comment est-ce qu'elle utilise son temps, son budget temps, et comment est-ce qu'elle utilise ses budgets écologiques pour faire quoi. Et là, tu as vu, on a défini l'économie, on n'a même pas parlé d'argent. C'est magique, hein. On n'a même pas parlé d'indicateurs financiers, on n'a même pas parlé d'euros. Et c'est ça la clé. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie néoclassique, celle qu'on entend souvent à la radio, les économistes, en fait, ils voient pas plus loin que le bout de leur tableau Excel. Ouais. Et ils arrivent, ils vont nous dire inflation, PIB, dette publique, machin. On a oublié, en fait, que l'économie, toutes ces choses-là, c'était un moyen pour une fin qui est, elle, extérieure à l'économie, et des conditions écologiques qui sont, elles aussi, extérieures à l'économie. C'est-à-dire la soutenabilité, si tu n'arrives pas à avoir la soutenabilité au niveau de l'extraction et de l'élimination, peu importe ce que tu produises, peu importe tes convictions politiques, que tu sois un néolibéral extrême ou un interventionniste d'État, anarchiste, ce que tu veux, localiste, ton économie, elle va s'effondrer au bout d'un moment, c'est certain. Donc là, ça permet de hiérarchiser un petit peu les problèmes, de dire, ok, d'accord, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, une société avec énormément d'inégalités, pas d'inégalités, tout ce que tu veux, on travaille beaucoup, on travaille pas assez, le métabolisme va devoir se plier à la capacité de charge des écosystèmes. Ça, c'est certain, c'est l'un des chantiers. Et ensuite, bien sûr, en fonction des convictions, il y a plusieurs chantiers. Quel est le rôle de la production? Comment on l'organise? Pareil pour l'allocation, est-ce qu'on veut des économies avec plus d'échanges, plus de dons, plus de réciprocité? Pareil pour la consommation, qui a accès à quoi? Comment est-ce qu'on organise les prix? Dans le livre, bien sûr, je discute, c'est la partie la plus politique, mais il faut déjà diviser ces deux grands défis, le défi de l'impératif écologique et ensuite le défi des désirs sociaux. Ouais. Ok, donc si je comprends bien, de toute façon, toute économie obéit aux mêmes fondamentaux, les éléments, les pièces du puzzle où on ne peut pas se substituer. Et après, il y a comment on utilise, comment on va utiliser l'économie pour faire quoi? C'est quoi le but final? Et du coup, là, tu dis, par exemple, soit on repartage les biens, soit on ne les repartage pas. Voilà, le but de l'allocation va peut-être définir si on est dans un système économique un tel ou un autre tel, quoi. C'est ça? C'est ça. Ouais. Et si on garde ces 5 étapes en tête, en fait, l'économie, vu que c'est une construction sociale, il y a toujours des comportements dans le réel, mais il y a toujours des récits, des imaginaires derrière ces comportements. Okay. Donc, derrière l'extraction, quelque chose de réel, je vais dans mon jardin, je prends une fraise et je l'enlève, ou je coupe un arbre, ou je sais pas quoi, je pêche un poisson. Il y a toujours un récit, une relation avec la nature qui peut être différente. On peut voir la nature comme une marchandise, d'une manière très utilitariste et managériale. On peut considérer que la nature est sacrée, plein de visions de la nature. Derrière la production, pareil. On peut avoir une vision productiviste, ou de se dire, ah bah tiens, le but, là, c'est d'être de plus en plus productif. Le but, c'est d'augmenter la production. Le but, c'est d'avoir une production à but lucratif. Ou on peut avoir aussi, selon le modèle, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, une production à but non lucratif, une production démocratique organisée. Là, on voit que ça dépend. Pareil pour l'allocation. On a cette idéologie un petit peu commercialiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, dès qu'on essaie d'organiser le transfert de quelque chose, on se dit toujours, qu'est-ce que je peux gagner? Quel est le surplus que je peux avoir, quoi. La plus-value, ce qui est une concentration sur les valeurs d'échange. Par exemple, l'un des concepts que je déteste le plus, l'investissement locatif. Non mais, l'investissement locatif. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises, je vois la pub là dans Paris, qui se concentrent là-dessus, parce que bien sûr, on est un pays avec énormément d'inégalités de richesse, et donc quand les riches ne savent plus quoi faire de leur argent, l'investissement locatif, c'est pas mal. En gros, tu achètes des apparts et des maisons, ensuite tu les reloues, et tu te fais une plus-value. Et dans une société commercialiste, en fait, on est incité à avoir cette rationalité économique qui nous fait voir toute opportunité comme une opportunité de s'enrichir. Alors que dans une société convivialiste, peut-être, qui ne serait pas commercialiste, mais convivialiste, on pourrait voir chaque opportunité comme une manière, je ne sais pas, de venir faire augmenter le bien-être et la confiance. Et là, on voit que ça serait la différence. C'est par exemple, la différence entre Airbnb et Couchsurfing, qui représente bien Airbnb, c'est la rationalité économique, commercialiste. Pourquoi est-ce que je te prêterais mon appart alors que je peux le mettre sur Airbnb et le louer 200 balles par soir? Ça n'a aucun sens. Tu vois, là, d'un point de vue économique, bien sûr. Alors que c'est exactement la même activité. Alors c'est la même activité. Tu as un appart vide,
que je te prête pour satisfaire un besoin insatisfait. Du point de vue commercialiste, je ne vais pas te le prêter si tu ne me donnes pas d'argent. Du point de vue convivialiste, je me dis, ah bah tiens, mais non, c'est un pote, je lui prête. Je me dis, peut-être c'est une logique de réciprocité. Le jour où j'aurai besoin de quelque chose, bah, il m'aidera. Ou c'est une logique de don. Bah, tu es dans une situation de vulnérabilité, tu as besoin, je peux t'aider sans forcément me mettre dans une situation de danger. Donc je le fais. Ouais. Et là, on voit que ces comportements, en fait, sont informés par des récits. Pareil, au niveau de la consommation, on ne va pas tous les faire, mais le consumérisme, le matérialisme est une relation que nous avons avant la possession et les objets. Et pareil pour l'élimination, c'est extrêmement intéressant. Le concept même de déchet est politique. Ah, bien sûr. Ce qu'on vient définir, en fait, le déchet, c'est quoi un déchet ? C'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Et la valeur, qu'est-ce que c'est ? Bah, la valeur, c'est une construction sociale. Et donc, quelque chose qui peut être considéré comme un déchet, à un moment donné, par exemple, si aujourd'hui, selon le rythme de la fast fashion, j'achète, je sais pas quoi, un truc chez H&M, un an après, si on suit un petit peu ce que me dit la publicité et les placements produits dans les films, ce pull, 2 ans après, ne correspondra plus à la mode et donc deviendra un déchet, il aura perdu sa valeur. Et donc, en gros, je m'en débarrasserai. Alors que si on avait une vision de ces produits beaucoup plus durable, avec des institutions qui vont avec, hein, par exemple, au niveau des quartiers, des locales où on peut s'échanger nos vêtements, tu vois, un petit peu des cercles de partage d'objets comme ça, et en fait, on pourrait étendre leur cycle de vie, et ce pull qui avant était considéré comme un déchet serait considéré comme une ressource avec une valeur. Et là, en fait, on se rend compte, et c'est ça qui est fantastique, de la plasticité des économies. On l'oublie souvent, parce qu'on a tendance à penser que l'économie, elle est prédéterminée par une nature humaine, c'est quelque chose d'émergent, on doit s'y plier, c'est la tour Jenga, il faut faire attention de ne pas la faire tomber si on touche quelque chose. Ça, c'est la vision un petit peu néolibérale de l'économie. Moi, je préfère cette vision anthropologique de se dire l'économie est un jeu socialement construit que tous les jours nous reconstruisons au niveau des imaginaires, au niveau des comportements. Et donc, quand je dis nous, c'est pas nous avec le même pouvoir, hein, il y a des relations de pouvoir dans l'économie. Et donc, on en parlera après. Hein, quand on parle de pouvoir d'achat, c'est quelque chose de véritable. C'est pas seulement une expression, c'est un véritable pouvoir. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de transition, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va déconstruire des parties de ce jeu économique, comment est-ce qu'on va reconstruire et comment est-ce qu'on peut réorganiser les relations de pouvoir pour que ça devienne possible.